Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, une émission sur le choix pervers pour expliquer ma façon de voir les choses, ma proposition, qui est, je le conçois bien, complètement différente de la main théorie qui est psychologique, psychanalytique ou psychiatrique sur la question de la perversion et qui dit qu'effectivement, ils ne sont pas conscients, donc ils ne font pas forcément un choix. Mais comme il y a des contradictions internes, selon moi, des choses qui ne sont pas résolues, qui sont difficilement compréhensibles avec cette façon de voir les choses, je propose autre chose, une autre façon, c'est-à-dire que selon moi, pour le pervers ordinaire, je dirais, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas psychopathe ou sociopathe, quelle est la différence? Je fais une petite parenthèse. La différence, c'est la maladie, c'est-à-dire que un sociopathe ou un psychopathe, il s'est installé au point que ce qui n'était qu'un trait de caractère devient bouffe toute la vie en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça prend tous les aspects de la vie et ça devient central, premier, et ça devient problématique parce qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que de la perversion. Il n'y a plus un individu, il y a la perversion, elle prend toute sa vie. Et il n'arrive pas à s'en défaire, qu'il soit conscient ou pas. Selon moi, donc, la question de la conscience ne se pose pas parce qu'il y a des sursauts de conscience en fonction des degrés de perversion. Il peut y avoir des sursauts de conscience qui peuvent aller jusqu'à une complète lucidité. Et il peut y avoir aussi un déni de conscience, je dirais. Donc voilà, donc la question de la conscience est vraiment complexe. Selon moi, on ne peut pas l'étudier tant qu'on ne comprend pas que il y a une culture, j'allais dire, une culture perverse, une culture perverse, un monde pervers, une façon de voir les choses, de les percevoir et de les comprendre, et de comprendre aussi les mots, le langage, les valeurs, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas compris qu'ils ont cette façon de voir les choses, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas répondre à la question, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils ne sont pas conscients? D'abord parce qu'il y a des disparités entre tous les pervers, et donc j'exclus évidemment ceux qui sont vraiment malades, c'est-à-dire les sociopathes et les psychopathes, mais même entre du novice à l'expérimenté, il y a différents degrés de perversion, et donc différents cas aussi, en fonction de, comme je vous l'ai dit, s'ils sont dans le déni, ou s'ils sont complètement lucides, expérimentés, et qu'ils prennent à ce moment-là la perversion comme un art, c'est-à-dire dans leur mégalomanie, le fait de vouloir être dans ce culte de la grandeur, à ce moment-là, ils en viennent à se dire, oui, ils sont fiers de pouvoir exercer cette perversion qui pour eux est un art, l'art de justement se montrer grand, se montrer fort, ou grande, forte, hein, au féminin bien sûr, puisqu'il peut y avoir des pervers et des perverses, les deux, bien sûr. Donc je vous laisse écouter cette vidéo sur le choix pervers, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bonne écoute. Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'appelle le choix pervers, qui va complètement à l'encontre de la structure perverse psychique qui est la thèse que défendent l'approche psychologique, psychanalytique, enfin l'approche psy, qui dit qu'effectivement les pervers narcissiques ou les manipulateurs pervers narcissiques, appelez-les comme vous voulez, ne peuvent pas changer. Ou alors qu'il faudrait vraiment une grosse remise en question, mais que comme ils ne vont pas dans les cabinets de psy parce que pour eux, ils ne sont pas malades, ou pour eux, ils ne sont pas
malsains, ils n'ont rien rien ne va pas, tout va bien. Et donc, voilà. Mais même s'ils allaient chez le cabinet des psys, de toute façon, même s'ils y allaient, euh, ils feraient tourner en bourrique le psy et ils arriveraient à lui retourner le cerveau. Voilà ce que je pense. Donc, pour moi, la perversion et la perversion narcissique, mais surtout la perversion, parce que narcissique, tout le monde est narcissique, de toute façon maintenant nous sommes dans une société narcissisante, eh bien ils font un choix. Alors pas quand ils sont novices, c'est-à-dire pas quand ils ne sont enfants et qu'ils ne se rendent pas compte, enfin qu'ils ne savent pas, qu'ils pensent que tout le monde en fait est comme eux. Quand on est enfant, on pense que tout le monde est comme nous. Ils sont complètement autocentrés, comme tous les enfants du monde. Simplement, ils ne dépassent pas le stade de l'autocentrage. Ils ne se décentrent pas. Donc ils agissent, ils continuent d'agir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 70 ans, comme un petit enfant qui se pense tout puissant. Simplement, lorsqu'ils sont novices, ils pensent que les autres font du cinéma, font plus de cinéma qu'eux, et jouent ce jeu des conventions. Voilà. Simplement, à un moment, ils se rendent compte quand même, ils ont des petits sursauts quand même, selon moi, hein, toujours selon ma théorie, des petits sursauts de conscience, et ils se disent, ah bah oui, tiens, l'autre n'est pas comme moi finalement, ne fonctionne pas comme moi sur certaines choses. Et ils voient bien que ces personnes-là sont dans des valeurs élevées, mais ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent rien savoir de l'amour, ils pensent que l'amour n'existe pas, que la pitié, la bienveillance, la générosité, les vraies générosités, hein, pas tout ce qui est de la façade, hein, c'est vrai, ces choses-là comme qui relèvent de la sincérité n'existent pas parce que eux ne les ressentent pas. Il faut qu'ils fassent un énorme effort et encore pour eux c'est du cinéma, voilà qu'ils font. Donc ils pensent vraiment que les autres sont comme eux. Ils sont novices à ce moment-là et ils peuvent vivre une relation amoureuse. Donc j'ai déjà parlé de cela dans une vidéo. Lorsqu'ils sont novices, sincères. Alors sincères, c'est-à-dire que ils tombent réellement amoureux de l'autre. Ils ont l'impression, donc de toute façon les pervers peuvent tomber amoureux, simplement ils n'aiment pas. Ils sont juste dans le tomber amoureux, c'est-à-dire dans la passion, dans la dépendance, ils ont la dopamine qui fonctionne à fond, quoi, en fait, tout ça, et puis après ça les intéresse plus. Parce qu'ils pensent à ce moment-là, quand ils sont novices, que l'autre est comme eux. Très souvent, ils sont attirés par des personnes qui sont excellentes dans certains domaines, ou qui excellent, ou qui ont quelque chose de très différent des autres, et ça les fascine. Il faut absolument qu'ils soient fascinés. Ils ne peuvent pas tomber amoureux de quelqu'un qui leur semble tiède, ou médiocre, ou qui est dans la moyenne, que ce soit dans la beauté, dans l'intelligence, dans la compétence. Il faut absolument que l'autre ait quelque chose de plus, voyez. Il ne se contente pas du tiède. Donc, il va rencontrer des personnes qui sont extrêmement sensibles et penser qu'elles sont comme lui. Et l'autre, c'est généralement des personnes empathes, très sensibles, l'autre qui est en face de lui va penser aussi quand il est novice, donc les personnes très jeunes vont penser qu'ils ont rencontré la personne complémentaire, celle qu'il lui fallait, la personne qui les comprend. Évidemment, c'est une illusion, c'est ce jeu de miroir qui fait que l'un fascine l'autre et l'autre fascine l'un. L'un et l'autre est fasciné. L'empathe, il est fasciné par l'excès de confiance, le narcissisme et la grande confiance en soi, ou alors, parce qu'il y a aussi des pervers narcissiques de type araignée, hein, ils ne sont pas que charismatiques. Donc soit il est dans la grande confiance en lui, soit il ou elle, hein, bien sûr, soit il ou elle est dans
dans le total désarroi, c'est un loser complet, mais dans son extrême faiblesse et son malheur extrême, il fascine quand même. Voilà, il ou elle fascine quand même. Donc, ces deux personnes se trouvent fascinées quand elles sont novices, et le pervers novice croit vraiment avoir trouvé son double, mais en fait, il devient rapidement dépendant, et il croit que c'est ça l'amour. Voilà, pour lui, l'amour, c'est ça. Enfin, tomber amoureux. Parce qu'après, quand il devient expérimenté, il peut, s'il est penché vers dans l'intellectualisme, que l'amour n'existe pas, que tout ça c'est un leurre, etc. Donc vous dire qu'il va vous faire du mal, donc il ne veut pas être avec vous, etc. Parce qu'il joue avec vous, il joue au chat et à la souris, il sait très bien qu'il a trouvé une petite souris, il ou elle a trouvé une petite souris, et il va jouer avec. C'est beaucoup plus intéressant que de la tuer, voyez. Jouer jusqu'à l'épuiser, etc. Comme le chat, comme ferait un chat. Donc il chasse lorsqu'il est expérimenté. Et alors, comment ça se passe entre le moment où il est novice et le moment où il est expérimenté? Alors, ce que je pense, c'est que l'enfant agit comme tous les autres enfants et que c'est le comportement de l'entourage par l'absence d'interdit, l'absence de parole sur le sens des choses, sur les valeurs, que la perversion narcissique peut perdurer parce que tous les enfants, bon, Freud a dit les enfants, les adolescents sont des pervers polymorphes, c'est-à-dire que évidemment ils sont autocentrés, on leur permet tout, ils ne savent pas encore discerner le bien du mal. Et bien il y a un moment où ils se décentrent et où ils sont capables de discernement. Et donc l'enfant, quand il est MPN, il agit spontanément sans se poser de questions sur le bien et le mal. Et on pourrait dire que même si à un certain âge il possède le pouvoir de discerner ce qui est le bien, ce qui est le mal, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que l'environnement ne lui inculque pas les valeurs du bien et du mal. Ou alors les valeurs lui sont transmises comme des leurres, en fait, comme des faux semblants, comme une sorte de duperie, un jeu, quelque chose dont on peut se jouer dans cette grande mascarade que serait la vie sociale. C'est comme ça que lui est présentée la vie sociale, avec plein de non-dits, bien sûr, quand il devient, quand il grandit. Donc en fait, l'enfant MPN, il croit s'adapter au monde comme on le lui a appris, et alors, soit il est l'objet de toutes les attentions dans son environnement, soit en étant mis sur un piédestal, soit il est rabaissé en permanence. Donc là, c'est l'un ou l'autre. Mais le choix pervers se fait avec le temps et les expériences de vie lorsque l'enfant MPN, l'adolescent, remarque qu'il cause du tort à d'autres ou que son raisonnement, ses comportements ne tiennent pas forcément la route tout le temps. Son intelligence, son corps, contrairement à son esprit immature, grandit. Donc il remarque ce qui se passe, mais il décide de continuer sur cette voie de la mauvaise foi, du déni, comme comportement social. Selon moi, c'est un véritable choix pervers qui s'opère au moment où il décide en toute conscience d'agir comme il le fait et comme il le fera par la suite. Alors, je parle de conscience, en toute conscience, c'est parce qu'il se rend compte et il choisit délibérément. Donc je m'inscris en faux contre l'approche médicale selon laquelle l'EPN ne pourrait pas changer, qu'il n'a pas le choix, en clair, il serait organisé psychiquement de la sorte, il n'y pourrait rien. Même si les psys admettent qu'une évolution serait éventuellement possible, le fait qu'il ne se sente pas malade, qu'il n'aille pas chez le psy, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il ne puisse donc pas être soigné, et puis aussi le fait que, par leur absence de remise en question, de toute façon, ce serait un frein à la guérison. Voilà ce que disent les psys. Mais selon moi, si l'on s'en tient aux récentes découvertes en neurosciences, le cerveau est plastique.
c'est-à-dire, plastique, c'est-à-dire qu'il peut changer, qu'il est en constante mutation. Tout peut toujours changer à n'importe quel moment. Le cerveau est toujours en mouvement, de nouvelles connexions se font lorsqu'une fonction est altérée. Pour moi, la thèse de l'organisation mentale physique a donc ses limites. Donc pour moi, le phénomène de manipulation perverse narcissique pourrait se réduire, il pourrait s'atténuer, il pourrait y avoir moins de pervers narcissiques dans un environnement qui n'est pas dupe et qui n'est pas favorable à la perversion. Selon moi, la perversion perdure. Elle atteint des sommets actuellement, c'est-à-dire dans la mentalité générale qui se cache dans le langage, l'éducation, le management, tout un tas de choses comme ça, toutes les techniques d'influence, et puis aussi par le fait qu'il y a de plus en plus de manipulateurs pervers et de plus en plus de manipulateurs et de plus en plus de pervers dans la société actuelle, que ça dépasse les estimations de chiffres qui sont donnés, selon moi, parce qu'il y a un manque de repères dans la société, parce qu'on laisse faire, il y a une impunité. Selon moi, les pervers narcissiques pourraient changer, et il pourrait y en avoir moins dans la société, à 3 conditions. La première, c'est un environnement qui discernerait clairement la manipulation et qui la condamnerait sans ambiguïté. Donc ça veut dire des lois, ça veut dire aussi que tout le monde soit formé à la manipulation, connaisse la manipulation, ne soit pas dupe et la condamne fermement, et que les personnes soient solidaires entre elles, c'est-à-dire dès que quelqu'un est manipulé, que quelqu'un d'autre intervienne. Deuxièmement, un environnement qui prône des valeurs d'humanité, comme la solidarité, la bienveillance, le respect, l'altruisme. Que tout ça soit inclus dans la société comme quelque chose de tout à fait normal. Alors qu'actuellement, c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire que la perversion est quelque chose qui devient banal et qui se normalise. Troisième condition, une éducation qui incite à se décentrer, à se mettre donc à la place des autres, et une éducation qui n'est pas dupe de la manipulation et des manigances. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on doit apprendre aux enfants à se décentrer lorsqu'ils en ont la capacité, dans leur évolution, à se mettre à la place des autres, donc avec des jeux de rôle, avec des jeux de rôle par exemple, et puis aussi en intervenant à chaque fois que c'est possible, et à leur faire connaître ce qu'est la manipulation, la manigance, et à la refuser. Si ces valeurs étaient totalement défavorables, si les valeurs de la perversion étaient totalement défavorables au sein de la société, c'est-à-dire si la société actuelle n'était pas pervertie, la perversion pourrait au moins se voir confrontée par le plus grand nombre à ces comportements pervers et à ces valeurs. Ce serait alors une occasion pour les pervers de prendre conscience de la manière dont ils agissent et dont ils pensent, dont ils perçoivent les choses. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la façon de voir le monde serait alors minoritaire. La façon perverse de voir le monde, je vous ai expliqué qu'il y avait une façon selon ma théorie, de percevoir le monde perverse, serait minoritaire et même condamnée. C'est-à-dire que tout un chacun pourrait identifier immédiatement la manipulation, la dissimulation, la perversion, et la société condamnerait ces agissements et cette façon de percevoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire qu'il faut revenir à du bon sens et condamner. Mais actuellement, c'est quoi qui prévaut? C'est la loi du plus fort. Les institutions qui sont censées nous défendre se retournent dans les faits contre les victimes, qui sont considérées alors comme responsables de leur sort. La violence morale, actuellement, est confondue avec l'autorité. Le non-respect
est pris pour de l'assurance, pour de la confiance en soi. Les victimes sont prises pour des losers. Et dans cet esprit pervers, l'ego se satisfait au détriment des autres. Il y a donc une altération du rapport à l'autre. Et la compétition, c'est le reflet de cela. Alors revenons au choix pervers. Pourquoi un manipulateur fait-il le choix pervers? Eh bien, il le fait aussi parce qu'il y a toutes ces valeurs de la société et qu'elle lui donne raison. Les valeurs implicites de la société le confortent dans ses ressentis et sa vision du monde. D'autre part, même s'il essuie des échecs, des humiliations, les humiliations d'ailleurs sont ce qu'il y a de pire pour lui, eh bien le pervers est quand même arrivé à une période de sa vie où ses agissements lui ont donné raison, s'il est arrivé à une certaine réussite sociale. Donc il se vit de toute façon comme quelqu'un d'exceptionnel, du fait qu'il a un flair, une expertise pour la manipulation, et pour lui la manipulation, c'est une marque d'intelligence supérieure. Pour lui, celui qui manipule, c'est un stratège, et pour lui, un stratège, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est surtout quelqu'un de plus intelligent que les autres, et on est bien dans la compétition. Il n'y a donc aucune envie de descendre de ce piédestal qu'il s'est construit et que la société lui donne. Enfin, la dernière raison, la principale, qu'il fait qu'il choisit la voie de la perversion, il s'agit de continuer, c'est qu'il ne sait pas comment fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu son reflet. Personne ne l'a pris à la caméra, lui a montré les choses noir sur blanc. Parce que les personnes n'arrivent pas à sortir de cette confusion, ne savent pas bien identifier, n'arrivent plus à discerner. Parce que c'est cet esprit pervers, narcissique et aussi paranoïaque, effectivement, cet esprit qui fait que tout est inversé, qui fait que justement, plus personne ne sait à qui il a affaire. Exactement comme un empathique, par exemple, qui ne saurait pas oser dire non, le pervers, lui, ment depuis l'enfance. Il a remarqué qu'il pouvait jouer avec différents leviers, la séduction, la persuasion, la manipulation, la dissimulation de ses intentions, l'hypocrisie, l'inversion. Il ne sait pas communiquer, d'ailleurs il ne veut pas communiquer, il joue sur la décommunication ou la discommunication. C'est-à-dire qu'il ne communique pas du tout, il n'est pas dans l'échange. Son mode de relation à l'autre, c'est uniquement la manipulation. Et même s'il ne pensait pas le faire, il agirait ainsi parce qu'il l'a toujours fait comme ça. Et qu'il a toujours connu ce monde, ce mode de contact avec les autres. Alors, je dis qu'effectivement, il pourrait y avoir une atténuation de cet esprit pervers dans la société, si effectivement on actionnait les 3 leviers dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ce qui veut dire que selon moi, un pervers, un manipulateur pervers, peut changer. Et on peut atténuer effectivement les choses, on peut le faire se remettre en question, et qu'il ne le veut pas parce que les valeurs de la société lui donnent raison. Mais attention, je ne pense pas que les pervers pourraient changer par l'amour de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas guérir, alors je mets guérir entre guillemets parce que c'est un mot qui voudrait dire que les pervers narcissiques seraient des malades. On ne peut pas le guérir par amour. Il faut bien comprendre que ce n'est pas avec l'amour et une bonne thérapie qu'on pourra le changer, pas du tout. Je parle juste du phénomène de la manipulation perverse, de la manière dont ce phénomène se répand et le fait que la société fabrique les pervers narcissiques. Mais tenter de soi-disant guérir un pervers narcissique, où tout pervers est un leurre.
dont se joue bien sûr le pervers narcissique. De même qu'en face d'un médecin ou d'un psy, le pervers narcissique se joue bien du corps médical. Ce serait entrer dans son jeu que de vouloir le changer, parce qu'il ne veut pas et il n'en voit pas l'utilité. Sauf si effectivement toute la société était contre la perversion et allait dans l'autre sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant à une promesse de se soigner, pour garder par exemple un partenaire ou un travail, c'est bien sûr une occasion pour lui de tromper tout le monde. On l'a bien compris. Voilà, cette émission sur le choix pervers est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le pouce levé, ça me fera très plaisir, ça m'encouragera. Alors je voulais vous dire aussi que les émissions générales, les grosses émissions sur le sujet vont bientôt arriver à terme, puisque je vais devoir me mettre à écrire. Donc j'en ai encore quelques-unes à faire, notamment sur les techniques, sur les processus, parce que si on dit technique, ça voudrait dire que les pervers narcissiques ou les personnes perverses sont vraiment complètement conscientes et qu'elles agissent en toute connaissance de cause, alors que c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus mélangé, c'est bien plus ambigu. C'est pas une volonté ferme, c'est les deux. C'est à la fois une volonté, c'est à la fois une non-conscience. C'est les deux. Comme je le disais dans le début de la vidéo, dans l'intro. Donc je vais parler donc de ces processus de perversion. Donc il y a la manipulation, et à l'intérieur de la manipulation, il y a plusieurs façons de manipuler. Je vais parler aussi du code pervers, c'est-à-dire que les mots n'ont pas la signification pour les pervers, pour les autres. Donc c'est aller plus loin encore dans le phénomène de la perception, c'est-à-dire qu'il ne conçoit pas, c'est pas seulement qu'il ne perçoit pas les choses de la même manière, mais il ne les conçoit pas de la même manière non plus, dans cette distorsion des choses et puisqu'il tout est distordu, tout est tordu dans sa façon de penser et de réfléchir. Voilà. Donc les mots n'ont pas la même signification. C'est important de le savoir, parce que lorsque vous parlez avec lui, il faut savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Voilà. Donc il y aura une vidéo là-dessus, si j'arrive à la terminer d'ici tout début octobre ou mi-octobre. Et puis je continuerai par contre, dès que je le pourrai, à faire ces petites vidéos, ces petites chroniques, sur le cheminement intérieur, pour aborder d'autres notions et aider tous ceux qui ont énormément besoin, qui en ont énormément besoin parce qu'ils ont été blessés par la vie, peut-être par la perversion. Et c'est justement un des moyens de découvrir qui l'on est, de pouvoir reprendre réellement confiance en soi. Voilà, je vous souhaite à tous de pouvoir continuer votre chemin sereinement. De mon côté, je fais ce que je peux pour vous apporter des éléments que moi j'aurais aimé trouver quand les choses me sont arrivées, quand j'ai dû me relever. Mais je veux vous transmettre cette sérénité et cette certitude, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette certitude du fait que vous allez y arriver. Même si parfois vous doutez, etc. Ce que je transmets ici, c'est justement pour vous dire que vous allez y arriver. Donc croyez en vous, croyez en la vie si vous ne croyez pas en vous au départ. Et c'est comme ça que les choses vont se faire. Faites un premier pas, croyez en la vie, et vous arriverez ensuite à croire en vous. Je développe tout ça dans les vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.